Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Mogadiscio a accueilli ce mercredi la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed. Rues bloquées, écoles et commerces fermés, vols commerciaux annulés, la capitale somalienne était verrouillée pour cette intronisation placée sous très haute sécurité. Plusieurs hauts dirigeants africains ont assisté à l'investiture, parmi eux le précédent président Hassan Sheikh Mohamud et un autre ancien chef d'État somalien, Sharif Sheikh Ahmed. Également présents, le Premier ministre éthiopien ainsi que le président kényan Uhuru Kenyatta. L'événement s'est déroulé à l'aéroport de Mogadiscio, lieu le plus sécurisé de la capitale, afin d'éviter toute attaque éventuelle des Chebabs. Les islamistes ont déjà menacé de mener une guerre sans merci au président élu le 8 février dernier. Comme vous le savez, les Chebabs ont tué 900 innocents somaliens dans des attentats suicides qu'ils ont conduits. Les personnes tuées incluaient des enfants, des personnes âgées et des femmes. Je leur dis qu'ils ne peuvent pas dissuader 12 millions de personnes. Je dis que les Chebabs peuvent seulement décourager les Somaliens de tuer plusieurs personnes et de détruire des biens. Les Somaliens sont unis aujourd'hui. Je dis aux jeunes Somaliens mal avisés qu'ils ne doivent pas se faire exploser parmi leurs frères et sœurs et de ne surtout pas détruire la propriété du peuple. Nous disons à ceux qui travaillent aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique que le temps de la division des Somaliens est désormais terminé. Vous avez maintenant une opportunité, vous joindre au développement de la Somalie et vous joindre à vos frères et sœurs. Ce que vous avez fait partie du passé. Direction l'Afrique centrale. Au Cameroun, les représentants des médias dénoncent des pressions exercées par les autorités dans leur traitement des revendications des minorités anglophones face au pouvoir. Directement pointé du doigt par le syndicat national des journalistes du Cameroun, le Conseil national de la communication. Lundi, le CNC a menacé de sanctionner les organes de presse qui diffuseraient des discours favorables aux leaders des mouvements séparatistes ou fédéralistes anglophones. Pour les journalistes camerounais et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, il s'agit d'une tentative d'intimidation inacceptable. Dans un état de droit, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'association, ce sont les droits fondamentaux et le gouvernement et l'État du Cameroun a l'obligation de respecter ces droits. Tout le monde sait que parmi les 25 personnes qui ont été arrêtées, 8 jusqu'à présent n'ont pas été retrouvées. Et donc on demande à l'État du Cameroun de publier les noms. S'ils sont en vie, de nous dire où est-ce qu'ils sont. S'ils ne sont pas en vie, de dire aux familles qu'est-ce qu'il en est pour que les familles fassent leur deuil. Les journalistes n'ont pas vocation à recevoir des injonctions d'un organisme qui a été mis sur pied par le gouvernement pour servir ses intérêts. À ce titre-là, nous avons demandé à nos membres et aux médias de ne pas respecter les injonctions du CNC parce que le CNC n'est pas le rédacteur en chef de la presse camerounaise. Lorsque l'on demande aux journalistes, aux médias de ne pas faire l'apologie du fédéralisme et de la sécession, de ne même pas aborder ces questions-là, que l'on constate sur le terrain à travers les médias, c'est une manière de censurer la presse camerounaise. Or, depuis une loi de janvier 1996, notamment la loi du 4 janvier 1996, la censure est abolie au Cameroun. La justice sud-africaine a décidé ce mercredi de rejeter la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale. Pour le juge Phineas Mojapelo, Pretoria aura dû consulter le Parlement au préalable, un vice de procédure qui invalide donc une décision jugée inconstitutionnelle. Conséquence, la justice demande au président et au gouvernement de retirer leur notification dès que possible. Le gouvernement avait annoncé sa décision en octobre dernier. Elle faisait suite à une polémique créée par son refus d'arrêter le président soudanais sur son sol. Omar El-Béchir poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Au Zimbabwe, le discours du président, diffusé mardi à l'occasion de la célébration de son 93e anniversaire, soulève quelques réactions de colère. Pour certains Zimbabwéens, l'âge avancé du chef de l'État et son état de santé, régulièrement sujet à rumeurs, ne semblent pas lui permettre de rester au pouvoir comme il a annoncé le vouloir.
Il n'est pas apte à gouverner ce pays, donc nous ne pouvons pas dire que le président Mugabe est celui qui dirige ce pays. Ce n'est plus celui qui dirige ce pays. Mugabe a été au pouvoir au cours des dernières années, mais il n'a rien livré à ses citoyens. Jusqu'à ce jour, les Zimbabwéens souffrent. Je ne pense pas qu'il va prendre sa retraite. Il est très clair qu'il veut mourir dans son bureau. Au-delà de ça, je pense que son état d'esprit suggère qu'il est presque immortel. Les gens sont en colère et les gens pourraient être à la recherche d'une occasion d'évacuer leur colère et il est très facile de voir comment cela peut se développer très facilement. Justice rendue pour Josina Machel. Au Mozambique, la fille du premier président du pays, Samora Machel, et de l'ancienne première dame, Graça, a obtenu gain de cause mardi à Maputo. À l'issue d'un procès très médiatisé, son ancien compagnon, un homme d'affaires, a écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une amende de 200 millions de meticals, de dommages et intérêts, soit environ 2 700 000 €. Josina Machel, qui a notamment perdu l'usage de son œil droit sous les coups de Rofino Likuko durant les 3 ans de leur relation, a dédié sa victoire à toutes celles qui souffrent en silence. La défense de M. Likuko a toutefois annoncé son intention de faire appel. Le tribunal a cumulé les peines et condamné l'accusé à une peine unique de 3 ans et 4 mois de prison. Mais le tribunal a considéré qu'il existait des circonstances permettant que cette peine soit assortie d'un sursis et a donc prononcé un sursis pour une période de 5 ans. Cette victoire doit être célébrée par beaucoup de femmes. Cette victoire doit être célébrée par toutes ces femmes qui sont abusées verbalement, émotionnellement, financièrement, sexuellement. Cette victoire leur appartient. Mais au-dessus de tout, elle appartient aux femmes qui, pour diverses raisons, préfèrent ne rien dire. Nous, ma famille et moi, avons traversé des moments horribles lorsque tout le pays a commencé à douter de l'honnêteté et de l'objectif de ce que nous faisons. C'est pourtant très clair. Il est nécessaire que, nous les Mozambicains, nous nous rendions compte qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours, qu'il y a des femmes attaquées tous les jours et que les hommes restent impunis. J'espérais et je désirais qu'il aille en prison pour une raison très simple. Tous les agresseurs, tous ceux qui abusent des femmes devraient recevoir le message que s'ils font cela, ils finissent en prison. Et non l'impression que s'ils payent, ils peuvent rester impunis. La vie des femmes n'a pas de prix. Il est nécessaire que les agresseurs connaissent le prix de leurs actions et aillent en prison. Une instruction bâclée, sans analyse balistique ou ossement retrouvé, c'est en ces termes que la défense s'est exprimée après l'ouverture mardi en Côte d'Ivoire du procès dit des disparus du Novotel. 5 ans après les faits, le procès du meurtre de 4 hommes enlevés en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan pendant la crise post-électorale s'est ouvert en présence des 10 accusés, cette fois-ci tous représentés par un avocat. Le procès est reporté à 2 reprises depuis novembre 2016, mais notamment en cause le général Bruno Dogbo-Blé, poursuivi pour séquestration et assassinat, ainsi que d'autres accusés pour enlèvement et disparition de cadavres. Mardi à Abidjan, malgré les témoignages, certains avocats ont déploré ne pas être encore entrés dans le fond de l'affaire. La Cour a intérêt à veiller à ce que cette audience-là se tienne de façon juste et impartiale, sans tenir compte du calendrier de quelques personnes. Nous respectons la mémoire des victimes, mais nous devons aussi respecter les personnes qui sont en prison, qui sont présumées être innocentes et qui peuvent, à l'issue de ce procès, être déclarées innocentes. Elles seraient restées en prison pendant au moins 5 années. Aujourd'hui, les partis ont soulevé les exceptions, donc nous sommes sur des débats de forme. Nous n'avons pas encore abordé le fond. Nous sommes sur des débats de forme. Les souscripteurs des sociétés d'agrobusiness en Côte d'Ivoire ne semblent plus parler le même langage. Lundi, premier jour d'enrôlement, ce sont officiellement plus de 5000 personnes qui ont pris d'assaut les 87 sites du comité de veille d'Abidjan et de l'intérieur du pays lors de l'opération d'inscription devant s'achever samedi 26 février prochain. Et pourtant, samedi dernier, des milliers de souscripteurs farouchement opposés à la décision du gouvernement ivoirien de ne rembourser que leurs capitaux ont manifesté leur mécontentement au cours d'un meeting à Abidjan 2 Plateau.
Un rassemblement d'ailleurs dispersé à coups de gaz lacrymogène par des éléments de la police nationale. Lundi 20 février, les associations et syndicats des souscripteurs de l'agrobusiness, réaffirmant leur refus de respecter les mesures de l'État, ont à nouveau invité les agrobusinesseurs à dire non à tout recensement de la part des services publics dont la finalité demeure la restitution de leurs investissements sur la base des fonds disponibles comme arrêté par le gouvernement. Pour eux, il ne sera pas question de percevoir le capital investi, mais plutôt le RSI, le retour sur investissement. Selon Ouattara Kwaku, leur porte-parole, les souscripteurs n'ont signé aucun contrat avec l'État. Ils projettent même de poursuivre le gouvernement en justice si la décision de ne payer que leur capital est maintenue. En décembre 2016, après l'appel à la vigilance du gouvernement pour tout investissement dans les entreprises d'agrobusiness, à la suite des résultats partiels d'une étude faisant état de l'existence de risques réels liés à cette activité, le Trésor public a décidé, début janvier 2017, de mettre sous surveillance les comptes de plusieurs structures sur réquisition du procureur de la République pour, dit-il, sauvegarder par cette mesure conservatoire les intérêts des souscripteurs. Environ 8 patrons de ces sociétés ont été mis aux arrêts dans le jour suivant. Christophe Yapi de moneva.com, un des principaux responsables, est recherché par l'État ivoirien. Le groupe de travail mis en place par le gouvernement ivoirien dénombre 28 sociétés dites d'agrobusiness, selon les termes de Bruno Koné, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour 36 699 souscripteurs ayant investi 66 milliards de francs CFA. Et selon l'État ivoirien, seulement 22,7 milliards de francs CFA sont disponibles sur les comptes de l'ensemble des entreprises, alors que les promesses de retour sur investissement sont évaluées à 660 milliards de francs CFA. Les écoles ont enfin rouvert en Guinée. Après 3 semaines de fermeture suite à une grève des enseignants vacataires du secteur public et à des manifestations lycéennes meurtrières en marge, les élèves ont pu retrouver le chemin de la classe ce mercredi. La reprise des cours a été décidée après la signature lundi d'un accord entre l'intersyndicale et le gouvernement. Le mot d'ordre de grève a également été suspendu. Nous les professeurs, nous avons dit nécessaire que les examens doivent venir. Et pour cela, il faut venir accomplir nos obligations vis-à-vis des élèves, bien qu'il y ait peu d'élèves. Ça se parle par-ci, par-là. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Nous souhaitons qu'ils soient tous d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas toujours bon pour l'État, pour la nation, pour les enfants, pour les parents d'élèves. Nous n'apprécions pas cela totalement du point de vue salarial, salaire, parce que nous savons que les salaires ont baissé. Et si les syndicats s'étaient maintenus sur le point d'indice salarial, c'est un point d'indice qui nous arrange tous. L'indice là, c'était 1030. Et si 1030 là, au lieu de 1030, ça revient à 750, il va sans dire que nous ne serons pas satisfaits de ces négociations. Et on aurait souhaité que cela soit maintenu à 1030 pour voir nos salaires augmenter un tout petit peu, pour nous permettre, n'est-ce pas, en tout cas subvenir à certains besoins cruciaux. Organisé par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, cette première édition du Forum Sahel Innovation réunit des dizaines de jeunes porteurs de projets des pays du Sahel. Le forum vise ainsi à promouvoir la collaboration entre les incubateurs et développer un programme accélérateur dans la région Sahel pour les jeunes entrepreneurs. Nous mettrons la lumière sur plus de 50 entreprises innovantes à travers une exposition. Nous débattrons des questions de passage à l'échelle et de vulgarisation des technologies, notamment dans l'agro-business, avec notre partenaire le PPAO. Nous créerons des opportunités de financement pour les entreprises avec plusieurs compétitions en simultané. Sahel Innove se veut catalytique. Il ambitionne de façonner le futur du Sahel via l'entrepreneuriat innovant et durable, pour que Sahel ne rime plus uniquement avec terrorisme, famine, chômage et démographie galopante. Ce forum Sahel Innove est organisé avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la secrétaire générale est la marraine. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des jeunes, la tête et le cœur remplis d'idées, de projets, d'initiatives ingénieuses, innovantes, audacieuses, dans une grande diversité de secteurs et de filières. J'ai vu des projets et des initiatives qui ne demandent qu'à être révélés, valorisés, amplifiés, et qui nous démontrent que la vraie richesse d'un pays se mesure
aux ressources de son capital humain. J'ai vu du génie. Le président de la République du Niger, qui a officiellement lancé le forum, s'est réjoui de cette initiative du centre incubateur des PME au Niger. Je voudrais féliciter et saluer les entreprises innovantes, dites start-up, ici présentes, qui ont désormais le redoutable devoir de relever les défis de l'heure. Je suis heureux de constater que leurs responsables sont des jeunes. Il leur revient de transmettre la flamme de l'entrepreneuriat à d'autres jeunes afin que nous puissions disposer d'un secteur privé fort, moteur de croissance économique et de développement. Pour continuer à accompagner les jeunes entrepreneurs et le centre incubateur, l'Organisation internationale de la francophonie et le gouvernement nigérien ont signé un accord de partenariat. En marge de ce forum, les jeunes entrepreneurs ont exposé leur génie créateur. L'une des techniques qui a émerveillé est notamment la téléirrigation de la société TechInnov. La téléirrigation est une innovation qui permet d'irriguer une exploitation maraîchère au moyen de téléphone portable, indépendamment du temps et de l'espace, avec possibilité de collecte en temps réel des données météorologiques et hydrologiques. En un mot, la téléirrigation donne la possibilité à un fermier, à un agriculteur, d'évacuer à une autre activité de la chaîne de valeur et de pouvoir irriguer en même temps son exploitation. Plusieurs autres startups ont exposé au cours de ce forum et promettent avec un appui constant de changer positivement le Sahel. Au nord du continent, l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies s'est rendu mardi en Libye. Martin Kobler a visité un camp de migrants de Tripoli où il a pu constater le besoin d'aide humanitaire des réfugiés. Martin Kobler a par ailleurs annoncé une coopération entre l'ONU et le gouvernement reconnu de Libye, notamment pour endiguer la problématique des migrations clandestines vers l'Europe. 6 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye reste plongée dans le chaos. J'ai amené mes collègues avec moi pour discuter avec le gouvernement d'union nationale du rapatriement volontaire de ces gens parce qu'ils vivent ici dans des conditions qui sont contraires aux normes humanitaires. Ils n'ont pas assez de nourriture. C'est une situation sérieuse et il est très important de régler ce problème humanitaire. Nous devons désormais immédiatement améliorer l'accès à la nourriture, l'accès à un lit pour dormir et à des soins de santé dans les camps. C'est très important. Le second point est le rapatriement volontaire vers leur pays. Ils doivent avoir la chance de retourner chez eux s'ils le veulent. C'est une ligne rouge. En ce moment, il n'est pas possible d'un point de vue humanitaire de renvoyer ces personnes chez elles parce que cela ne ferait qu'aggraver le problème. Il y a 500 personnes qui vivent dans un endroit et si on renvoie encore plus de personnes, elles seront 700. Il y en aura encore davantage. Nous sommes prêts à soutenir et à aider le gouvernement. Vous savez, nous sommes déjà en train de coopérer avec les gardes-côtes libyens avec du renforcement de capacité. Notre intention est de renforcer notre coopération. Après leur découverte mardi sur une plage près de Tripoli, les corps des 74 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été pris en charge par le Croissant-Rouge libyen. Parmi eux, de nombreux Africains. Nous avons découvert une embarcation transportant 74 cadavres de migrants de différentes nationalités africaines. Une équipe du Croissant-Rouge libyen a récupéré les cadavres et les a mis dans des sacs mortuaires. À l'heure actuelle, ces cadavres se trouvent sur une plage du village de Archa. Améliorer l'image du Soudan du Sud au niveau régional et international, c'est l'une des priorités annoncées mardi par le président du pays, Salva Kiir. Monsieur Kiir, qui s'est exprimé à Djouba devant l'Assemblée législative nationale de transition, a notamment fait part de sa volonté de renforcer les liens de son pays avec l'Organisation des Nations Unies après plus de 3 ans de tensions. Le président sud-soudanais a précisé vouloir travailler de manière plus étroite avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un homme pragmatique selon ses termes. Je tiens à souligner fermement dans cette maison que le dialogue national est une priorité essentielle pour ce gouvernement et une importante entreprise nationale visant à unir les populations du Soudan du Sud et à consolider la paix ainsi qu'à améliorer la sécurité dans le pays.
Je tiens également à dire clairement à ceux qui remettent en question nos intentions et à nos partenaires régionaux et internationaux que l'initiative du dialogue national que nous avons lancée n'est pas une astuce, une tactique dilatoire ou une stratégie calculée par le gouvernement pour consolider sa prise sur le pouvoir, comme les éléments anti-paix le prétendent toujours. Le gouvernement est conscient de l'échec des cultures l'an dernier dans la région et les mesures sont prises pour atténuer une famine potentielle dans cette région. À cette fin, le gouvernement augmentera l'offre de produits alimentaires de base dans la région en prévoyant des prix subventionnés. Nous devons admettre que notre relation avec les Nations Unies n'a pas été lisse au cours des 3 dernières années. Cependant, le nouveau secrétaire général de l'ONU est un homme pragmatique et mon gouvernement s'engage à collaborer étroitement avec lui pour améliorer nos relations avec le système des Nations Unies en général. Le nouveau chef de la MINUS est aussi quelqu'un pour qui j'ai une grande confiance et je suis certain qu'il travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement pour améliorer nos relations. Amnesty International a publié mardi son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le monde. Dans son document 2016-2017, l'organisation non gouvernementale déplore une division accrue du monde qui favorise le repli identitaire. En Afrique, l'ONG pointe en particulier du doigt de nombreux mouvements populaires et les répressions violentes et arbitraires qui les ont suivis dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, l'Éthiopie et bien d'autres. Des situations de crise humanitaire sont également décrites dans le rapport d'Amnesty International, au Soudan du Sud et au Nigeria par exemple. L'année 2016 a été assez horrible en termes de droits de l'homme. Elle a été marquée par des manipulations délétères de la politique de l'identité, par des politiciens qui ont utilisé de façon cynique le concept de nous contre eux. Ils ont utilisé un récit de peur, de reproches, de haine pour gagner des votes des électeurs exclus et désenchantés. Au Soudan du Sud, malgré la signature d'un accord de paix, les combats ont continué et ont même empiré dans la zone équatoriale du pays. Le Conseil spécial des Nations Unies sur les questions de génocide et la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud ont alerté le monde pour dire que tout était prêt pour un génocide. Au Nigeria, malgré des preuves manifestes de violations systématiques et répandues de la loi humanitaire internationale et l'orchestration des pires crimes, y compris des crimes de guerre et sans doute des crimes contre l'humanité, par l'armée et pas seulement par Boko Haram, par les forces armées aussi, y compris des officiers militaires haut placés, le gouvernement n'a pas pris la moindre mesure pour enquêter et juger les responsables. La majorité écrasante des pays africains ont exprimé leur soutien sans réserve en faveur de la CPI, pas seulement lors de l'Assemblée en novembre des États membres à La Haye, mais au sommet de l'Union africaine qui vient de se conclure à Addis Abeba. Et plus récemment, en Gambie, le nouveau président élu a rempli sa promesse et a formellement annulé le retrait de son pays de la CPI. Comme on l'a vu cette année, des images emblématiques des manifestations Oromo en Éthiopie, au mouvement 10 Flags au Zimbabwe, en passant par la révolte étudiante en Afrique du Sud et les manifestations pour la démocratie en Gambie, des mouvements de protestation de masse, souvent organisés via les réseaux sociaux, ont eu lieu sur tout le continent. Les gens sont descendus dans la rue, malgré les interdictions illégales et les répressions brutales, pour demander des changements, y compris en termes de droits fondamentaux. C'est donc un Congolais qui s'est installé en Amérique latine au départ parce qu'il a été affecté là-bas par son employeur Philippe Maurice. Oui. C'est quelqu'un qui a eu une expérience assez vaste en travaillant pour des multinationales et qui a ensuite démissionné de Philippe Maurice et qui s'est installé à son compte en créant un fonds d'investissement. Le premier fonds d'investissement en Amérique latine qui a eu un succès tel qu'ils ont déjà ouvert 3 fonds, ouverts et clôturés. Enfin, 2 fonds sont déjà clôturés, le 3e est en cours, avec énormément de succès. À chaque fois, il double sa mise, minimum.
Et aujourd'hui, il investit également dans des entreprises du secteur médical, notamment donc une série d'hôpitaux, de cliniques, de centres de soins, de pharmacies en Colombie et en Amérique latine. Et il a choisi désormais de reproduire, en tout cas partiellement, son modèle en République démocratique du Congo, donc son pays d'origine. L'idée du Solar Park, le cartable solaire que donc Monsieur Akoumian Évariste a eu, c'est d'avoir un système qui charge de l'énergie solaire sur le dos du cartable que les enfants portent dans la journée, et ensuite de pouvoir, avec une clé USB, connecter une lampe au cartable la nuit pour avoir suffisamment d'énergie pour les éclairer pendant qu'ils font leurs devoirs. Kiro Games, qui a démarré donc avec des jeux vidéo Made in Africa, avec un concept donc très africain. Kiro Games, dont le lancement il y a presque un an avec un produit qui s'appelle Orion, a eu un très bon accueil, mais qui peine encore un petit peu à transformer, comme ils disent, le j'aime en j'achète. Zuriel a sillonné le continent, elle a sillonné le monde, elle a rencontré plus d'une vingtaine de chefs d'État, elle a rencontré de nombreuses personnalités pour leur parler d'éducation des filles, pour voir comment on peut aller plus loin, aider les filles notamment dans les zones rurales, les encourager dans leurs études, notamment scientifiques. Elle est aussi productrice de films, elle a déjà produit 3 films, elle en est à son 4e, elle a eu de nombreux prix. Elle a été reconnue dernièrement à Hollywood. Et donc, à 14 ans, Zuriel porte haut les couleurs du continent africain à travers le monde. Comme quoi, la valeur n'atteint point le nombre des années. Suite des portraits des finalistes africaines du concours international Cartier Women's Initiatives Awards, une compétition qui encourage les femmes à entreprendre et qui récompense les sociétés qu'elles dirigent. Après la Suisse-égyptienne Sarah Christina Hanignour mardi, place à la Ghanéenne Salma Abdoulaye. Originaire du district de Zabzougou, elle dirige Unique Quality Product, une entreprise innovante qui tente de résoudre à travers une approche globale à la fois les problèmes sociaux, économiques et environnementaux rencontrés dans son pays. Des exemples de chantiers menés sur le plan social, l'accès à la connaissance pour les femmes du nord du Ghana ou encore la lutte contre la malnutrition grâce à une céréale, le fonio. Mon nom est Salma Abdoulaye. Je gère actuellement le traitement du fonio dans le nord du Ghana. Le problème que cette innovation cherche à résoudre est une approche holistique, les problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Nous essayons de résoudre le problème de la malnutrition. Pour avoir une société active et saine, toute part de la nourriture. Le produit que nous avons est le fonio. Nous voulons encourager les gens à manger leur nourriture indigène. L'impact du produit sur ce problème est que le fonio est une céréale qui contient d'étonnantes qualités nutritionnelles. Il est riche en fer, protéines et acides aminés, aussi bien qu'en vitamines. Il a été capable de répondre aux besoins des malnutris et d'améliorer leur nutrition et leur santé. Nous avons touché environ 512 familles. Je pense que l'entrepreneuriat peut stimuler l'influence des femmes dans le monde des affaires. Et quand les femmes entrepreneurs réussissent dans le monde de l'entrepreneuriat, cela envoie un signal au monde que les femmes sont pour cette réussite. Croyez en vous, et si vous croyez en vous-même, vous pouvez changer le monde entier. Believe in yourself. If you believe in yourself, you can even change the whole world. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.